Super. Eh bien, Donc là, ça doit fonctionner. ça fonctionne. Ça fonctionne. Écoute, Arnaud, je suis assez ému. C'est notre premier webinaire. Moi, je suis pas ému, je suis content parce qu'il y a 5 minutes, on n'était pas connectés et on n'était pas sûr de l'être à 11 heures. Il y a encore 5 minutes. C'est incroyable. Donc, je ne pas vous dire que ça commençait à perler, mais c'était un petit peu tendu, ouais, parce que ça faisait 1 heure qu'on était sur la connexion et qu'on n'avait pas d'issue il y a encore 5 minutes. Donc, grâce à Grâce à Roger, ouais. qui est notre CTO, nous avons pu enfin vous rejoindre. Donc, on est ravis, un peu émus de ce webinaire parce que, en fait, Assurenco, c'est plutôt des soirées physiques, dynamiques, entraînantes dans des lieux magnifiques. Et on s'est dit, pour cette période, il fallait bien qu'on se réunisse et le seul moyen de se réunir, c'était d'organiser ce webinaire avec Karine qui va nous apporter un brin d'intelligence pure. Merci Karine d'être parmi nous. Cédric Renaud, également de SPV, Alexandre Rispal, Capgemini avec Thierry Loras et Alexandre Rispal de la Parisienne Assurance. Donc un très très beau panel. Alors ce webinaire, il est un petit peu particulier parce que généralement les événements se passent sur Paris et sur Paris, généralement, il n'y a que des Parisiens. C'est assez bizarre, oui, mais c'est comme ça. Sur Paris, il n'y a que des Parisiens. Et là, grâce à ce webinaire, nous accueillons des inscriptions de la France entière. Donc, ça nous fait plaisir. Et pour le coup, on va peut-être se représenter, Arnaud et moi. Effectivement, on a grâce à ce Covid, d'où le nom de cette intervention, Stupide Covid. Stupide Covid, on peut se demander parce que justement, toute crise est susceptible d'apporter beaucoup de perspectives intéressantes. Et là, effectivement, Assurenco, qui, comme tu le disais, a un auditoire plutôt Île-de-France, des gens de Lille, des gens de Lyon, mais globalement en Île-de-France. Là, on a des gens connectés sur la France entière et peut-être même sur les dom-toms. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est vrai que ça nous force un petit peu à nous représenter, à nouveau ce qu'est Assurenco et qui nous sommes, Stéphane et moi-même. Donc, Assurenco, on l'a créé, Stéphane et moi, en 2009, parce que à l'époque, il n'existait pas de lien, à notre goût, suffisamment fort pour fédérer l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur assurance. Et Assurenco, c'est donc aujourd'hui le business club de l'assurance en France. C'est une structure qui organise plusieurs manifestations annuelles et qui regroupe globalement 3000 personnes et 500-600 entreprises différentes, voilà, qui interviennent dans la chaîne de valeur des assurances de toutes sortes, assurance vie, assurance IRD, assurance affinitaire, tout type d'assurance. Et on embarque effectivement, comme tu le dis, l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire des assureurs, au sens compagnie d'assurance, mutuelle, institutions de prévoyance. On embarque également des assisteurs, bien entendu. On embarque des sociétés de services très diverses et variées, et puis des distributeurs également. Et bien évidemment, l'ensemble de la chaîne d'intermédiation représentée par les courtiers, grossistes, spécialistes, le grand courtage, les courtiers de niche, les petits courtiers locaux qu'il ne faut pas négliger, et même des agents généraux, évidemment. Donc voilà, l'ensemble de la chaîne est représenté à Assurenco. La vocation d'Assurenco, c'est de faire bouger les lignes du secteur d'activité. C'est de parler sans langue de bois, de se dire les choses très honnêtement, très directement, les yeux dans les yeux, sans embâche, sans faux fuyant, et de regarder le monde tel qu'il est, pour faire bouger les lignes du secteur d'activité. On avait un échange il y a quelques jours avec une personne qui n'était pas du secteur de l'assurance et qui disait « Je trouve quand même qu'il est intéressant de constater que l'assurance bouge. L'assurance bouge doucement, mais l'assurance bouge sûrement. » Et donc, il y a quand même des choses extrêmement innovantes qui se passent dans l'assurance. Et on a juste vocation, humblement, au sein d'Assurenco, de les cristalliser, de les réunir, de les mettre en exergue pour que ça bouge un peu plus, en se disant aussi quand même, comme je disais à l'instant, les choses un peu plus franchement. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a des intervenants généralement qui sont un peu punchy, qui, à l'image d'Assurenco, disent les choses franchement. Et on a effectivement, comme tu le disais, le plaisir d'accueillir Karine Safa, qui est une philosophe, qui dit les choses clairement aussi, qui est spécialiste d'une époque extraordinaire, la Renaissance. On ne va pas faire des parallèles trop importants, mais c'est vrai qu'on peut en faire avec la période qu'on vit actuellement, parce que durant une période
Je vais pas m'aventurer sur le sujet, Karine, parce que je ne voudrais pas du tout rivaliser de quelque nature que ce soit. Mais c'est vrai qu'apparemment, une période extrêmement compliquée, durant laquelle des individus ont su se ressaisir pour créer un avenir radieux et dont on bénéficie encore aujourd'hui. Donc voilà. Donc sans transition, on va peut-être pouvoir ouvrir vraiment ce qu'est ce webinaire. C'est-à-dire, je veux dire que là, on part, on se donne jusqu'à midi pour avoir le plaisir d'écouter Karine, d'avoir son ressenti sur la période qu'on a vécue et sur ce que potentiellement on va vivre, d'avoir les interventions des 5 leaders de leur secteur que tu as cité tout à l'heure, Stéphane, et puis à partir de midi, on fera une petite demi-heure de café du commerce pour ceux qui veulent rester, des échanges libres et là un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Et on finira pour matérialiser précisément l'ADN d'Assurenco par une petite vidéo de présentation des soirées Assurenco, parce que la plus belle, le plus beau compliment qu'on nous a fait, c'est la directrice marketing, communication, événements d'un grand groupe de communication qui nous a dit qu'elle n'avait jamais vu autant de dynamisme et d'effervescence dans un network que celui d'Assurenco. Donc, une petite vidéo pour vous montrer ce que sont les soirées Assurenco à la fin, pour ceux qui veulent, de genre 3 minutes. Donc voilà, en synthèse. Comme vous avez pu le constater, Arnaud parle énormément. Donc, aujourd'hui, le thème de cette première émission. Donc, on se présente vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Absolument. Arnaud reprend la parole, donc. Arnaud Azat, directeur du développement affinitaire de Mutuelle Groupama. Je développe des solutions, donc, affinitaires en assurance, assistance et services, en B2B2C et B2C, par l'intermédiaire, évidemment, du courtage. Essentiellement du courtage. Stéphane Saval. Donc, Stéphane Saval, 35 ans d'assurance déjà. Et oui, le temps passe vite. Donc, aujourd'hui, je suis chez Advise Assurance. C'est un courtier digital, une offre, un produit, une cible en distribution omnicanal. Donc, avec l'une des meilleures offres en dommages qu'on puisse se trouver sur le marché. Après cette page de publicité, nous allons donc entamer cette session. Donc cette session, comme on vous l'a dit, elle est venue, merci Arnaud de bouger tout parce que sinon on va tomber là. Alors c'est un minuscule petit bout de matière organique. J'ai repris la phrase d'une interview de Karine, a suivi un petit bout de matière organique qui a mis dessous l'ensemble de notre planète. Alors c'est bien de mettre tout ça sans dessous. Ce qui est bien, c'est que dans toutes les énergies, qu'elles soient positives ou négatives, de toute façon, ça crée de l'énergie. Voilà. Donc un chaos crée de l'énergie, plein de choses peuvent créer de l'énergie. Donc c'est pour ça que nous avons donc invité Karine pour qu'elle puisse nous faire part de son analyse et de ses perspectives, parce que demain, il va y avoir des changements. Il y a des changements avec ou sans crise, parce que les changements se perdent de façon naturelle, je dirais, dans le monde. Mais par rapport particulièrement à cette situation que nous allons vivre, et nous sommes en train un peu d'en sortir, mais pas tout à fait, complètement. Donc, c'est quels sont les changements, Karine, quelles sont les évolutions que toi, tu peux, je dirais, ressentir à ton niveau, vu de ta posture de philosophe, de chercheuse, et quels seraient vraiment les objectifs par rapport aux entreprises, si tu pouvais nous faire part en quelques minutes de tes impressions. D'accord. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est une première pour moi d'intervenir dans un milieu d'assureurs. Donc, merci vraiment pour votre invitation. Je suis très heureuse donc d'être parmi vous et de contribuer à réfléchir à ce monde d'après la crise sanitaire que nous avons vécue et qui a touché tous les secteurs d'activité et peut-être plus spécialement le vôtre. Et alors, je lisais quelque part, vous me contredirez peut-être, que la crise du coronavirus est le plus grand défi de tous les temps pour le secteur de l'assurance. Alors ce constat, on peut le lire de deux manières, soit de manière pessimiste en se disant que ça y est, c'est l'effondrement général annoncé par les catastrophistes de tout genre, soit de manière positive, et c'est là où ça devient intéressant, en se disant que c'est une opportunité historique pour rebattre les cartes et pour repenser en profondeur la manière de faire des affaires. En tout cas, ce qui semble à peu près certain, c'est qu'on va rentrer dans une zone de turbulence, une sorte de terra incognita,
Et on sait maintenant, et c'est toute notre force de le savoir, que l'incertitude, eh bien, c'est quelque chose de structurel. Hein, c'est un paramètre avec lequel on va devoir composer, et c'est forcément très déstabilisant pour nous qui vivons dans des sociétés du contrôle, où on a l'habitude de tout prédire, de tout probabiliser. Mais en même temps, je me dis que même après cette sortie de crise, eh bien, il faudrait laisser dans nos entreprises une part à l'inattendu, une part à l'inconnu. Justement, il faudrait y voir, comment dire, un champ de possibles, un espace où on peut expérimenter en toute liberté des choses nouvelles plutôt que d'y voir une matière à nourrir nos peurs. C'est un état d'esprit très important à avoir, surtout pour les assureurs finalement, hein, qui ont été les premiers à accompagner les grandes expéditions maritimes vers les terres inconnues. Donc, la terra incognita, c'est quand même la promesse d'un nouveau monde. Et j'y vois une très belle métaphore pour aujourd'hui qui peut continuer à nous inspirer, à nous guider dans la mise en place de pratiques innovantes. Il faut se dire qu'on est à la veille de bâtir un nouveau monde et qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir, à condition qu'on sache déplacer notre regard et renoncer peut-être à des comportements devenus inadaptés. Hein, le monde change tellement vite que peut-être il faudra apprendre à mieux accompagner plutôt que chercher à toujours plus contrôler. Et par rapport à votre deuxième question relative aux objectifs de l'entreprise, eh bien, pendant la crise sanitaire, les entreprises ont démontré de manière tout à fait exceptionnelle à quel point elles pouvaient se mobiliser pour le collectif, hein, leur utilité sociale. Hein, entre l'industrie du luxe qui a fabriqué des gels hydroalcooliques, d'autres grandes industries qui ont fabriqué des respirateurs pour les hôpitaux, plus de 10 000, je crois, et même le secteur de l'assurance qui a contribué à ce vaste mouvement de solidarité nationale. Et donc, ce que nous démontre cette crise, et c'est rassurant, c'est que les entreprises peuvent concilier leur objectif de performance, de profit avec le bien commun. Hein, ce n'est pas forcément incompatible, surtout à l'ère de la raison d'être. Bon, on ne va pas demander aux entreprises qu'elles se substituent à l'État-providence, qu'elles deviennent elles-mêmes des entreprises providence, chacun son rôle, chacun ses prérogatives. Mais ce qu'on a vécu, encore une fois, c'est une opportunité historique. Ça va permettre aux entreprises d'accélérer sans doute des changements qui étaient déjà à l'œuvre, comme la responsabilité sociale de l'entreprise, son impact environnemental, la transformation digitale. Toutes ces choses vont dans le sens de l'histoire. Et il y a d'ailleurs une attente très forte de la part des investisseurs, je présume, des clients bien sûr, et aussi des jeunes qui sont recrutés et qui posent des questions très exigeantes par rapport aux valeurs que porte l'entreprise. Donc, je pense qu'à l'avenir, ceux qui sauront s'en tirer le mieux seront ceux qui sauront tirer des leçons de ce que nous avons vécu et qui sauront nous donner un peu d'espoir. Merci, merci Karine. Je précise à tous les participants que vous pouvez nous poser des questions à tout moment. Nous ferons un plaisir de les relayer. Donc, Karine, tu vas rester avec nous puisqu'en fait, tu es notre guest star quelque part. Donc, tu vas pouvoir intervenir à chaque moment puisque en fait, nous avons 3 grandes thématiques que nous allons aborder avec nos intervenants. Je rappelle la règle pour les intervenants. Donc, vous allumez les cams et les micros lorsque vous intervenez sur une thématique, et ensuite vous fermez vos cams et vos micros lorsqu'on passe à une autre. Vous n'êtes pas dessus. Donc, pour cette première thématique, donc nous avons le plaisir, et je demanderai à chacun de se présenter, de présenter son entreprise, parce que là encore, nous avons donc des gens qui nous connaissent un peu moins du fait de ce webinaire qui est beaucoup plus national que parisien pour une fois, et j'en suis fort content. Donc, la première thématique que nous allons entamer, c'est au travers de cette crise, l'organisation de l'entreprise. Donc, pour ça, j'accueille Cédric Pironneau de SPV, William Béraud, que j'ai oublié tout à l'heure, qui est un partenaire historique d'Assurenco Amavis, et Alexandre Rispal. Donc, vous pouvez allumer vos cams, messieurs, avec
vos micros. Donc sur cette partie, sur cette thématique intéressante, parce que en fait, effectivement, les événements touchent les organisations d'entreprise. Là, on a bien vu ce qui n'était pas possible avant est devenu possible en une fraction de seconde, donc ce qui ouvre des portes assez intéressantes, même pour la qualité de vie au travail, notamment, hein, essayer de réconcilier le professionnel, le privé. Donc face à ça, comment vous, chef d'entreprise, comment vous êtes adapté à cette crise mais surtout, en fait, c'est pas avant, mais c'est surtout demain. Demain, quelles sont pour vous, est-ce que vous avez déjà noté des évolutions profondes que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez voir perdurer? C'est quoi votre perception sur ce sujet? Quels sont les grands enjeux pour l'ensemble de la chaîne de management, les collaborateurs, mais également les clients? D'accord? Donc, les impacts, les objectifs pour vos entreprises et quelles sont les pratiques que vous sentez vraiment pertinentes et intéressantes à mettre en œuvre. Donc, Cédric, si tu veux bien nous faire l'honneur, de te présenter et présenter SPV, ensuite de répondre à ces quelques questions. Bien sûr. Salut tout le monde, salut à tous. Cédric Pironneau, je suis cofondateur d'SPV Assurance. Et nous, on est courtier grossiste sur l'ensemble des produits assurance de personnes et ERD. En fait, par rapport à ce que tu disais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, avec le changement, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a jamais de retour en arrière. C'est-à-dire que quand la voiture est arrivée, on n'est pas reparti sur les chevaux. Et quand le digital arrive, on ne repart pas au papier. Et donc, en fait, les nouvelles pratiques qui se sont mises en place avec l'arrivée du Covid et du confinement font qu'on ne pourra pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on a tous expérimenté le travail à distance. On a fait des Teams à plus de 110 personnes. C'était juste incroyable et ça marchait hyper bien. Et donc, demain, je ne vais pas dire à quelqu'un, en fait, non, le télétravail, ça ne marche plus. Il faut que tu reviennes au bureau tous les jours. Je veux dire, ça ne fonctionne pas, ça. Donc, ce qui s'est passé, en fait, a été un accélérateur. Ce stupide Covid, comme tu dis, il est stupide, mais il a permis un accélérateur de pratique qu'on pensait tous impossible. Combien de personnes m'ont dit non, mais attends, le télétravail, ça ne marche pas, tu ne peux pas manager, tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas piloter l'activité. On a tous expérimenté l'inverse. Ça marche hyper bien. Ça n'exclut pas le présentiel, bien sûr, mais ça marche très bien. Et donc, toutes ces nouvelles façons de faire, ces façons de travailler, en fait, il va falloir les intégrer. En fait, elles sont déjà intégrées. Et ce qu'on pensait faire en 10 ans, on l'a fait en 3 mois. Donc, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et ça permet. Et en fait, derrière ça, je pense qu'il y a cette notion de personnalisation de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'en fait, quand on avait des espèces de grandes règles qui s'appliquaient à tout le monde, finalement, il va falloir faire avec le fait que quelqu'un vous dise moi, j'habite à Lyon et je suis prêt à venir 2 jours par semaine. Moi, j'habite à Lille, je peux venir que 1 jour, etc., etc. Donc, en fait, de grandes règles macro ou de grandes règles managériales, je pense qu'on va aller de plus en plus vers la personnalisation parce que ça marche, parce qu'on peut y arriver, parce que les gens y sont très réceptifs et parce que la qualité de vie au travail, c'est un grand thème, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on veut bosser, bien bosser et vivre agréablement, et si possible dans les bons environnements, dans les environnements agréables. Et donc voilà, je pense qu'en fait, le grand impact de cette crise, ça va vraiment être ça. Et donc l'assurance par rapport à ça, ça va. Alors, on ne va pas rentrer dans la partie produit d'assurance, mais en tout cas dans le management, dans l'organisation des entreprises. Je pense que là, on vit un vrai virage. Et merci Cédric. Je ne sais pas si les intervenants, mais si vous voyez, mais il y a des questions qui sont posées par les participants. Donc, si vous souhaitez y répondre à la fin, ça sera avec grand plaisir. William, DG d'Amabis. William, merci de prendre la suite de notre ami Cédric. En te présentant avec un petit mot sur voilà. William, on t'entend pas. Ouais. Ok, ça devrait aller mieux. Bonjour à tous.
Donc oui, je suis William Béraud, je représente Amabis en effet. Donc Amabis, c'est une entreprise spécialisée en data management. En quelques mots, nous accompagnons donc les PME et les grands groupes sur tout ce qui est lié à la correction, l'enrichissement et l'unification des données clients. Voilà, pour nous présenter. Donc pour revenir un petit peu sur le Covid et les enseignements, moi je voudrais qu'on revienne un peu sur le contexte, c'est-à-dire que on vient de vivre comme une situation assez inédite. Hein. Souvenez-vous. Au mois de mars, on était encore dans les réunions, dans les rendez-vous, dans des événements, on était dans un rythme effréné. Et puis soudainement, en fait, il y a une pandémie qui arrive avec des effets inconnus, et donc ça bouleverse complètement notre vie. On bascule d'une vie qui est complètement réglée au métronome dans quelque chose de moyenâgeux, puisqu'on nous parle de confinement, donc c'est quelque chose qui est assez barbare. Et face, je dirais, à l'inconnu, à la crainte, à la peur, concrètement, il y a la moitié du monde qui s'arrête d'un point de vue économique. Et ça n'a pas de précédent dans l'histoire. Donc bon, ok, on a des opportunités, on a tout ça, mais il faut quand même rappeler un peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme constat en fait de ça? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on apprend. Et donc, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, on vit de plus en plus dans une incertitude qui est grandissante. Donc, je reprends un petit peu ce que disait en introduction en fait tout à l'heure Karine. C'est une incertitude économique, c'est une incertitude sociale, c'est une incertitude politique, écologique et sanitaire. Enfin bref, on a des incertitudes partout. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est, et là ça va rejoindre un peu la philosophie, c'est Socrate qui l'a dit, c'est je sais que je sais rien. Donc en fait, quand on regarde in fine, on sait peu de choses. On pense avoir des technos, on pense avoir fait le tour de la question ou des questions, je dirais. Et concrètement, en 2020, il y a un truc qui nous arrive, comme Karine l'a dit, c'est un petit bout de matière organique qui bouleverse le monde. Donc on ne sait pas grand-chose en fait. Donc il faut avoir une humilité par rapport à ça. Et puis la dernière chose, c'est derrière les conséquences de la crise sanitaire, et ça on s'en doute, en fait, il va y avoir en fait une crise économique et une crise sociale. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on vit un peu dans une période de catalepsie. Vous savez, c'est ce fameux état, en fait, qu'on peut voir chez les requins quand on les retourne. On caresse un requin tigre et donc, en fait, il est complètement groggy et voilà. Donc, on est dans cette période-là, mais on sait qu'il va se passer quelque chose. Bon, une fois qu'on a dit ça, ok, c'est super. Mais maintenant, moi, il y a deux questions qui viennent. C'est la première, c'est comment on pilote une entreprise dans un contexte de forte incertitude, parce que ça, c'est quand même le sujet. Et la deuxième question, c'est comment on tire parti d'une crise, parce que ça aussi, c'est une deuxième question importante pour une entreprise. Donc, nous, on n'a pas de baguette magique particulière. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire, tiens, par rapport à ce qu'on a pu apprendre, c'est quoi les recettes de bon sens qu'on pourrait appliquer et qu'on pourrait faire rentrer en effet dans l'ADN de l'entreprise pour se dire, si demain, en fait, il arrive un nouvel événement, comment on fait face à cet événement, comment on se prépare. Et on a trouvé en fait trois axes en fait de réflexion qui, je pense, sont très importants à inscrire dans l'entreprise. Le premier axe pour nous, c'est l'agilité. Donc l'agilité, c'est la capacité en fait d'une organisation à s'adapter très rapidement en fait à une nouvelle situation. Donc ça, en fait, une entreprise, c'est un organe vivant en fait, un fait de collaborateurs en fait qui fonctionnent avec des interactions entre eux, internes et externes. Donc cet organe vivant, il faut qu'il soit agile. On peut pas, si on a beaucoup d'inertie, en fait, faire face à des situations impromptues comme nous venons de vivre. La deuxième chose pour nous, le deuxième axe, c'est vraiment la proximité avec les clients. Ça, c'est fondamental parce que concrètement, nos clients, là, ils ont vraiment des urgences en fait en termes de plein de choses, en termes de business notamment. Ça devient vital. Donc, c'est vrai que plus on est proche d'eux, plus on peut comprendre en fait leurs problématiques, plus on peut comprendre leurs problématiques, plus on peut trouver des solutions en fait pour y répondre, anticiper en fait les choses et donc en gros on évite en fait, je dirais un temps de latence dans la réaction en fait d'une entreprise. Donc ça c'est super important et puis en plus c'est toujours un plaisir quand même d'être connecté avec ses clients. Et puis, et Karine aussi a fait un parallèle avec ça. Et pour moi, c'est, je pense, la notion la plus importante, c'est plus d'innovation. Et donc, l'innovation, c'est la clé. Et ça veut dire quoi, innover? Ça veut dire avoir pour une entreprise une capacité à se réinventer en permanence. Alors l'innovation, c'est pas seulement en fait faire de la nouvelle technologie, etc. Nous, c'est notre métier, donc on en fait tout le temps. Mais c'est aussi sur la base de ce qu'on fait déjà,
c'est-à-dire les business models qu'on a déjà dans l'entreprise, ouvrir le capot, regarder le moteur et se dire concrètement là-dessus, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux qui pourrait apporter plus de valeur à mon client? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux en fait qui coûterait moins cher à l'entreprise? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux qui apporterait en fait un bienfait pour la planète? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux qui soit dans une économie en fait plus équitable ou dans un écosystème? En fait, il y a plein de sujets et c'est là pour moi où le Covid a apporté quelque chose. C'est, je pense qu'avec avec ces trois éléments et avec l'innovation, on va être en mesure de repenser les choses de manière vraiment plus profondément. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais l'innovation, l'agilité et la proximité avec ses clients sont, je pense, des sujets, enfin, en tous les cas, pour ce qui nous concerne, qu'on va rentrer dans l'ADN de l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc on imagine, merci William, on imagine que c'est pas toi Alexandre Rispal qui va dire le contraire. Quel est ton constat toi sur cette période, sur cette adaptation à la crise? T'es d'accord? Je suis en total désaccord avec William, évidemment. Donc oui, bonjour à tous. Alors peut-être en 2 secondes. Donc je m'occupe de la partie commerciale à la Parisienne Assurance. La Parisienne Assurance qui est un assureur en B2B2C, donc en marque blanche, digitale et présent dans 13 pays. Donc nous, le Covid, dès que ça a démarré sur la partie télétravail, en fait, on avait basculé une semaine avant. Pour anticiper entre guillemets les choses. Ça a eu plusieurs impacts. Alors au niveau business, pour reprendre un petit peu ce qui a été dit précédemment, on a eu un double effet. Premier effet, c'est que paradoxalement, on n'a jamais été aussi proche de nos partenaires, justement pour les aider aussi à passer cette période, pour trouver des solutions, que ce soit sur de la gestion de trésorerie, des garanties créatives très rapidement par rapport à leur cible de clientèle. Je pense notamment au VTC qui du coup avait plus d'activité, donc il fallait quand même trouver un moyen de faire diminuer la charge d'assurance ou de renouveler finalement le produit qu'ils avaient pour permettre qu'ils deviennent de VTC à livreur. Donc ça, c'est un exemple assez concret. Mais donc du coup, de facto, on a continué finalement avec le télétravail à renforcer nos liens avec nos partenaires. En termes business, on est dans 13 pays, donc on a vu en fait les vagues de confinement successives. Donc ça n'a pas forcément impacté le business sur la durée, mais on voyait en fait des marchés qui d'un coup se fermaient, d'autres qui commençaient à se réouvrir. Donc c'était assez intéressant en termes d'impact business. Mais surtout, il y a eu 2 impacts qui pour moi sont majeurs, des impacts humains. Donc concrètement, je pense qu'on l'a tous vécu, mais nous, ce qu'on a fait très rapidement, c'était mise en place de rituels 1 à 2 fois par jour avec les équipes pour garder du lien. Alors moi, je m'occupe d'une équipe commerciale, donc d'un seul coup, des gens qui étaient sur les routes 90% de leur temps se sont retrouvés chez eux, ce qui est quand même pas hyper intuitif. Donc il fallait trouver un moyen finalement un peu de se réinventer pour continuer la prospection, continuer à travailler, et pour le reste de l'entreprise, continuer à faire avancer les projets. Donc finalement, on s'est rendu compte assez rapidement que ça marchait aussi bien à distance que physiquement. Néanmoins, il y a quand même un facteur hyper important, c'est que quand on est en télétravail, on travaille plus. Et donc, il y a une charge aussi hyper importante qu'il faut prendre en compte. Et donc, c'est la raison pour laquelle, très rapidement, il y a eu une décision au niveau de l'entreprise qui a été de ne pas travailler les vendredis après-midi pour que les gens puissent juste un petit peu souffler, arriver à faire une dissociation entre vie pro, vie perso, vu que l'espace privé avait été un peu envahi aussi par le côté professionnel. Sur la suite, la manière dont on va continuer à s'organiser, donc là typiquement jusqu'à septembre, on a laissé le choix aux collaborateurs, soit de revenir au bureau, soit de continuer à travailler à distance, et c'est à peu près 50-50. Et ensuite, on se rend compte que on va réfléchir sur la manière de pouvoir mixer télétravail et présentiel encore plus, donc dans le post-Covid. Juste un exemple en termes d'impact assez concret. Quand on parlait de développement commercial, on prenait beaucoup l'avion. Aujourd'hui, on se pose quand même la question à chaque fois maintenant, est-ce que c'est nécessaire d'aller prendre un avion avec une empreinte carbone plutôt que de faire une visio pour aller voir les 80 personnes qu'on voit dans les events qui sont à côté de chez nous à Paris et les revoir dans un pays limitrophe. Donc c'est typiquement ce genre de questions aujourd'hui maintenant qu'on se pose en se disant tout cela est-il bien responsable et nécessaire par rapport à notre engagement sociétal. Donc voilà, c'est pour le dire autrement, je rejoins tout à fait les constats qui ont été faits. Le Covid, ça a donné un grand coup de pied dans les fesses, je pense, de tout le monde, sur nos pratiques d'organisation et puis sur l'innovation aussi frugale et pratique qu'on peut mettre en place. Et on se rend compte qu'on peut innover beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement finalement que ce qu'on faisait avant le 11 mars.
Merci Alexandre de ce témoignage dans lequel beaucoup doivent se retrouver. Karine, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Tout à fait, tout à fait. Il y a tellement de choses intéressantes qui ont été dites. J'ai un petit moment de 2-3 minutes. Vas-y. C'est vrai que, en fait, grâce au Covid, malgré tout, on a pu expérimenter des choses nouvelles, comme le manager, par exemple, qui a dû quelque part se réinventer et faire preuve d'une capacité d'écoute tout à fait exceptionnelle pour mieux comprendre les besoins des collaborateurs, en fait, et pour mieux voir comment valoriser son travail durant cette période tout à fait exceptionnelle. Et le confinement, quelque part, a renforcé une culture de la confiance. Par la force des choses, le manager n'était plus dans une posture directive, dans une posture de contrôle. Et la plupart des collaborateurs qu'on a pu interroger jusque-là, eh bien, ont considéré que ça avait complètement libéré leur créativité et que ça leur avait permis de prendre bien plus d'initiatives qu'avant. Et donc, c'est intéressant pour nous. Ça nous permet quand même de constater que la confiance, eh bien, est un levier de résilience pour l'entreprise tout à fait exceptionnel. Et donc, voilà, j'espère qu'on ne reviendra pas trop vite à nos vieilles pratiques, à nos vieilles certitudes, justement, et qu'on saura capitaliser sur ce que la pandémie nous aura appris. Sinon, j'aimerais revenir très vite sur ce qu'a dit William. La grande question pour nous est de savoir comment on pilote une entreprise dans un contexte d'incertitude, en fait. Et c'est vraiment une grande question. Et je pense que les philosophes de la Renaissance ont un début de réponse. Comment agir dans une situation d'incertitude. Nous aujourd'hui, face à une problématique donnée, on a l'habitude d'analyser la situation, d'accumuler un maximum de connaissances dans le but de minimiser les risques, minimiser les coûts. Et puis dans un deuxième temps, eh bien, on va se lancer dans l'action pour essayer d'atteindre notre objectif. Et Machiavel nous dit que c'est complètement faux et que ça ne marche pas dans une situation d'incertitude. Il nous dit au contraire, dans une situation d'incertitude, il faut agir d'abord, même si on ne sait pas ce que ça va donner. C'est ça l'état d'esprit de l'innovateur. C'est avancer dans l'inconnu, c'est avancer dans l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que ça va créer des choses nouvelles auxquelles on ne s'attendait pas et qu'on n'aurait même pas pu prévoir et qui seront forcément intéressantes. Ça va créer des interactions, ça va ouvrir un champ de possibles. Il y a des options nouvelles qui vont se présenter à nous. Et donc, il me semble qu'il y a là un début de réflexion tout à fait intéressant pour nous. Enfin, surtout pour un philosophe. Pour le philosophe, ce n'est pas l'incertitude le problème. Le vrai problème, c'est la certitude, au contraire. Et aujourd'hui, on vit à l'ère de la certitude. On a trop de certitudes, on a trop de dogmes, surtout sur les réseaux sociaux. Enfin, on vit à l'ère des autodafés, de la justice expéditive, pardon. Donc, c'est plutôt ça le problème. Et un philosophe vous dira que la vérité est toujours dans la contradiction. Si quelqu'un vous dit l'inverse, eh bien, sachez que c'est plutôt, un charlatan. Enfin, voilà. Et donc, quelque part, encore une fois, c'est vraiment une opportunité pour nous. Et il faudrait apprendre, en tout cas pour les innovateurs que nous sommes tous, apprendre à mieux apprivoiser l'incertitude, parce qu'elle est pleine de promesses, justement. Donc, effectivement, ce qui est certain, c'est l'incertitude. Merci, Karine, d'avoir complété cette première thématique. Nous allons accueillir pour cette deuxième partie, donc, Alexandre et Thierry Loras. Donc, je vais demander à Cédric de couper sa cam, s'il te plaît. Ok. Donc la deuxième partie donc va concerner l'offre de services. On a vu les aspects managériaux, organisation d'entreprise dans lequel on se retrouve effectivement tous. Ça nous a donné du temps. Donc cette période nous a donné du temps pour réfléchir à plein de choses. On a vu la partie organisationnelle et comment ça va se produire. Maintenant, c'est sur un petit peu une entreprise offre un produit, un service à des clients, soit des personnes physiques ou des personnes morales. Et je pense que, et j'en suis persuadé, vu que nous avons un tout petit peu quand même préparé ce premier webinaire, que ce moment aura été vraiment un moment un peu particulier, justement, comme tu le disais, William, tout à l'heure, d'ouvrir le capot et de regarder le moteur pour revoir cette offre de service un peu plus en profondeur, avec le recul et surtout le temps, dans un cadre organisationnel complètement différent. Karine a parlé d'un nouveau lien lié à la confiance et donc à la libération des
peut-être un peu plus des initiatives individuelles. Donc, par rapport à cette thématique, pour vous, les deux Alexandre, la Verdure et Ritzpal et Thierry Loras, qu'est-ce qui a vraiment évolué? Qu'est-ce qui a vraiment été aménagé dans vos projets majeurs pour peut-être aboutir aussi à des finalités un tout petit peu différentes, un peu plus porteuses de sens peut-être, puisqu'on parle également beaucoup de sens au travers de cette deuxième phase de ce petit micro-organisme qui a mis tout sans dessus-dessous. Alexandre, la Verdure, qu'est-ce que tu en penses après une petite présentation de… Alors de Precisely d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a changé de nom de Pitnebos, on est devenu Precisely, pour ceux qui me connaissaient déjà. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est un éditeur de logiciels et on se concentre, en tout cas pour moi principalement, sur tout ce qui va être la communication et comment aider nos clients à mettre en place des démarches de communication, de parcours client ou parcours interne qui peuvent être complètement différents et entre autres, bien sûr, avec nombre d'innovations et de digital. Donc, par rapport à ce qui a pu changer dans nos offres de services, j'aurais tendance à dire, nos offres, elles sont toujours les mêmes puisque nous, on innove. C'est notre quotidien. Et on est là pour essayer d'aider nos clients à innover. Ce qui a changé, je réagirais sur la phrase de Karine sur la dernière partie, qui était avancer dans l'incertitude et agir d'abord. C'est ce qu'on a vécu avec eux, en fait, au quotidien. On était face à des gens qui, d'un seul coup, se sont retrouvés alors qu'ils avaient de nombreux points de contact. Je pense au métier de l'assurance, hein, bien sûr, puisque on est avec vous aujourd'hui. De nombreux points de contact qui existaient, que ce soit au travers des agences, au travers des call centers. Et d'un seul coup, tout ou presque n'était plus disponible. Et il fallait quand même qu'ils puissent continuer à répondre à leurs clients. Ils se sont retrouvés obligés de réagir. Et nous, notre démarche n'a pas obligatoirement été de changer ce qu'on proposait, mais plutôt de nous adapter à eux, d'essayer de comprendre comment on pouvait peut-être pas trouver une solution obligatoirement tout de suite pérenne, mais immédiate et réactive. Trouver une solution de contournement qui allait pouvoir les aider. Alors, on espère bien qu'elle va aussi être pérenne, hein, bien entendu. Mais ça a vraiment été la première démarche. La deuxième, en se basant sur ces premiers retours qu'on avait de nos clients proches, ou même de sociétés qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, qui nous ont appelés, ça a été d'essayer de voir est-ce qu'on ne pouvait pas créer, pas de nouvelles solutions, mais des sortes de packages tout prêts qui allaient pouvoir aider les gens au quotidien de manière immédiate, entre autres sur des notions de communication par de la vidéo personnalisée interactive, où on a proposé des vidéos toutes faites qu'ils allaient pouvoir envoyer à leurs employés pour expliquer quels étaient les bons principes qu'ils voulaient préconiser sur comment travailler avec une équipe qui est à distance ou comment changer son comportement pour arriver à s'adapter à du travail à distance en fonction de qui on était. Donc, ça a vraiment été ce genre de démarche qu'on a plutôt mis en place. Et le gros changement qu'on voit, il est du côté de nos clients, finalement. C'est eux qui sont obligés aujourd'hui d'adapter à la fois leurs offres de services et leur manière d'interagir avec leurs clients. Je pense que le vrai problème, il était là. À nouveau, nous, on est un éditeur de logiciels. Je ne veux pas vous dire que le télétravail, c'est dans notre ADN, mais en fait, il est là par démarche. C'est notre quotidien, on le vivait déjà avant. La grosse différence, c'est de le faire que de chez soi. Bon, ça change. Merci, merci Alex. Donc, nous accueillons là Thierry Loras de Capgemini. Donc, Thierry, en quelques mots, qui tu es, présentation de ta division chez Capgemini, et puis ensuite la partie offre de service. Merci Thierry. Merci Stéphane, bonjour à tous. Je suis ravi de vous rejoindre pour ce webinaire. Donc moi j'ai en charge l'activité assurance chez Capgemini en France. Capgemini que vous connaissez certainement, qui est l'acteur leader sur les services informatiques et transformation digitale dans l'assurance et dans beaucoup de secteurs en France, et qui compte désormais 270 000 personnes, puisqu'au 1er avril, nous avons intégré 50 000 personnes venant d'Altrans, qui, dans cette période-là, vous en conviendrez, était aussi un challenge en soi. Voilà. Et pour répondre à ta question, Stéphane, et peut-être compléter les réponses,
oui, ça a profondément, je pense, changé l'offre de service parce que en basculant en 2 semaines de temps 93% de nos salariés en télétravail, on a démontré à nos clients la résilience finalement dont nous étions capables et de la continuité de service pour tenir nos engagements dans la durée, y compris dans ces périodes de crise. Et ça se fait avec de la proximité, comme ça a très bien été rappelé, et en collaborant avec des outils digitaux à distance. Et naturellement, nos offres ont évolué pour porter cette agilité à distance, ce qu'on appelle maintenant Agile at Home, pour modifier les cérémonies finalement agiles que l'on utilise et que l'on pratique avec nos clients. Et ça s'est pas fait de manière top-down. Ce sont les équipes Capgemini avec leurs clients qui ont imaginé ces nouvelles pratiques. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi en termes d'innovation, c'est que l'autonomie, la responsabilisation et la confiance qu'on a laissé et témoigné auprès de nos collaborateurs fait que eux-mêmes ont trouvé les clés et les solutions avec leurs clients pour adapter leurs pratiques de gestion de projets à distance. Et de la même manière, là où nos clients nous demandaient souvent d'avoir des prestations dans leurs locaux avec leurs équipes en forte proximité, ils se sont aperçus qu'on était capable désormais de sourcer les compétences et les meilleures compétences là où elles se trouvaient. Et donc des offres de centres de services virtualisés, par exemple, qui utilisent la force du réseau Capgemini en France et dans le monde, et qui permet aussi de massifier des prestations externes et de les piloter avec un interlocuteur unique globalement, permet aussi de gérer différemment les choses et peut-être aussi de les accompagner dans cette période post-Covid dans la recherche d'efficacité qu'ils poursuivent tous, parce que on a beaucoup parlé d'innovation, mais on a aussi beaucoup de contraintes économiques et de pression pour retrouver une rentabilité forte chez nos clients. Donc oui, des offres Agile at Home, centres de services virtualisés, tout ce qui est digital workplace, évidemment, l'utilisation des outils collaboratifs à l'échelle. Vous avez peut-être vu que Microsoft a fait une croissance absolument exceptionnelle sur ce deuxième trimestre grâce à l'utilisation de tous les outils comme Teams, Skype et autres. Et puis la cybersécurité, parce que dans cette période-là où l'entreprise s'est complètement étendue et des barrières sont tombées, il a fallu gérer aussi la sécurité avec de nouveaux protocoles et avec une entreprise qui s'est étendue au domicile de beaucoup de collaborateurs. Et donc c'est un facteur sur lequel les entreprises vont évidemment regarder comment gérer ça au mieux post-crise pour être plus résilient dans cette période. Donc il y a une vraie prime à la résilience. Effectivement, la résilience, c'est un mot qu'on entend souvent et l'entreprise s'est invitée à la maison, ce qui a pu également poser parfois quelques sujets. Ça dépend du lieu d'habitation également et de l'organisation du temps de travail. Le côté pro, le côté privé, voire avec les enfants, parce que ça a été aussi compliqué pour certains d'entre nous de devoir faire l'école à la maison, plus l'entreprise à la maison, plus la maison à la maison. Donc c'était un peu sportif, je pense, quelquefois pour certains d'entre nous. Certains ont découvert leur maison aussi. Hein. Absolument, ou redécouvert, tout à fait. Quoi. Ou leur conjoint et leur conjointe. C'est vrai aussi. Ça, on le verra dans les mois qui viennent avec les avocats. Donc, donc Alexandre, qu'est-ce que tu pourrais nous préciser par rapport à ce que vient de dire Alex et Thierry? Ouais, je vais pas faire de paraphrase, je pense deux constats complémentaires. Le premier, c'est que donc de facto, ça induit entre guillemets un stress test d'innovation frugale. Et là, je prendrai l'exemple, on a reçu des dizaines de demandes partenaires, quasiment, qui étaient des demandes de survie au démarrage. Donc, soit pour abaisser les garanties, soit pour réinventer les garanties. Et donc là, ce qui était vraiment clé, c'était la rapidité. Donc, le premier enseignement, c'est que le Covid finalement a permis de trouver des solutions très pragmatiques avec des partenaires très différents en peu de temps. Donc ça, c'était quand même un premier effet important. Et après, sur les tendances, donc là, c'est bottom line, très clairement pour ces gens-là, parce qu'il fallait qu'ils survivent.
mais ça peut être des innovations du coup qui deviennent pérennes. Je pensais par exemple tout à l'heure à l'abaissement des garanties et nouvelles garanties pour les conducteurs VTC. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on a fait très très vite et qui a permis, je pense, à certains de nos partenaires de passer la crise. Et puis le deuxième axe, c'est de se dire qu'on parle beaucoup de technologie. Et certains le regardaient de manière un peu dubitative sur les offres d'assurance à l'usage, sur les offres paramétriques. Eh bien, on se rend compte que finalement, le marché il est mûr pour ces offres-là. Et du coup, nous, ce qu'on a pu voir, c'est typiquement que sur l'assurance à l'usage, c'est un avantage pour deux types de clientèle. Avantage pour les professionnels. L'assurance à l'usage, ça permet de diminuer la facture assurance pour des partenaires professionnels. Donc, ce qui n'est pas neutre en ce moment. Et puis, ça permet aussi, typiquement, je prends l'exemple d'une assurance qu'on a lancée avec Sigfox, sur lequel, en fait, les clients qui veulent souscrire pour quelques jours ou quelques semaines avec un petit boîtier peuvent être upgradés et payés simplement pendant l'heure ou la journée ou la semaine où ils utilisent le boîtier pour être surclassés en ce qu'on appelle en tierce collision, donc s'ils prennent une assurance au tiers. Et donc, ça peut donner accès aussi à des nouvelles assurances à coût réduit à des publics qui n'avaient pas accès ou qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir ces moyens-là. Et donc, de fait, l'assurance à l'usage, l'assurance paramétrique, on se rend compte que finalement, les gens l'attendent. Et c'est pas simplement de la théorie. Et du coup, nous, on s'est attelé derrière à démontrer, avec ces offres qu'on avait déjà, que ça avait un usage et un avantage concret pour nos partenaires. Et donc, le Covid accélère finalement la popularisation de ces offres qui étaient déjà sur étagère, mais que le grand public finalement ne connaissait pas forcément. Ah, ça y est, le micro est ouvert. Karine, nous avons une petite question de Corinne Nick, que je salue très fort, qui nous dit, voilà, si tu peux rebondir peut-être sur cette thématique, mais aussi répondre à cette question. Je suis attaché à la sémantique, la pensée créant la réalité du monde. J'entends beaucoup de mots utilisés. Je pense que Karine Safa pourrait nous éclairer pour nous rappeler leur substance et donc ce à quoi ils engagent. Excusez-moi, c'était un petit peu haché. Je n'ai pas entendu la question, en fait. En fait, la question, elle est juste sur le chat. Je ne sais pas si tu as accès au chat, Karine. Je suis attachée à la sémantique. Pensée créant l'arrêt. Je pense que ça va pour une... C'est-à-dire quoi j'ai du mal à comprendre la question. Je ne vous cache pas. C'est quoi? C'est des mots qui sont utilisés indûment, c'est ça? Et c'est une définition par rapport à quoi, en fait? Qu'est-ce qui pose problème par rapport aux mots qu'on a pu utiliser? Corinne, si tu pouvais préciser un tout petit peu. Voilà, résilience, frugalité, par exemple. Ah oui, d'accord. Résilience, oui. Justement, à ce sujet, j'aurais aimé m'exprimer sur le digital qui donne cette résilience, justement, et qui nous permet, comme vos invités l'ont dit, de s'adapter vite et bien. Les acteurs de l'assurance ont tout à gagner de l'outil technologique, à condition, d'en faire un outil pour enrichir l'expérience relationnelle. Que nous le voulions ou pas, nous vivons à l'ère de la vitesse. Il y a une sorte d'accélération du temps, sans compter que ce qu'on a vécu dernièrement nous donne aussi l'impression qu'il y a une accélération de l'histoire. Et donc, le digital nous donne cette réactivité, cette agilité, cette force de résilience et cette flexibilité aussi. Et moi, j'aimerais citer la parole de Montaigne, qui disait que la flexibilité, finalement, cette capacité de résilience aussi, si vous voulez, eh bien, c'est la principale qualité de l'honnête homme. Il nous dit, et c'est très intéressant, qu'il ne faudrait pas se laisser enfermer dans des processus, dans des règles rigides qui risquent de nous moisir, de nous apoltronir. L'expression est de lui, évidemment, et qui risquent d'assécher nos sources créatives. Et le digital, justement, donne cette flexibilité, libère aussi notre créativité, en permettant par exemple d'automatiser des processus qui sont sans valeur ajoutée pour se focaliser sur une relation de qualité et de proximité avec celui que j'ai en face de moi. Et je pense qu'à l'avenir, c'est ça qui va nous permettre de mieux marquer notre différence, surtout dans le contexte qui est le nôtre. On sort quand même de plus de 2 mois de confinement, des moments de très grande solitude pour certains. On a vu s'ériger des barrières physiques, des barrières psychiques.
on a tous eu le sentiment quand même de perdre le cadre habituel de notre vie, de perdre un monde. Et je pense qu'à l'avenir, l'envie de se sentir écouté, accompagné, reconnu, va devenir encore plus fort qu'avant. Et on devra être au rendez-vous et contribuer chacun à notre manière à faire tomber ces nouvelles barricades. En tout cas, la transformation, l'accélération de la transformation digitale permet de mieux répondre à ce besoin de lien social, d'accompagnement et de transparence. Mais quoi qu'il en soit, je termine, l'outil technologique et le digital plus particulièrement est toujours un outil à mettre au service de l'homme et en ce qui vous concerne, au service de vos atouts historiques, c'est-à-dire accompagner les grands projets de vie, accompagner l'explosion d'énergie et de créativité qui suit généralement les grandes périodes de crise. Et je pense qu'à l'avenir, la performance de l'entreprise va se mesurer de plus en plus par rapport à la qualité de ses interactions avec ses clients. Si vous prenez le secteur de la banque, par exemple, et je pense qu'on peut tout à fait transposer votre secteur d'activité, eh bien, il paraît que pour l'immense majorité des gens, la valeur de la banque est dans sa capacité relationnelle et que ce n'est donc pas lié au cœur de l'activité bancaire. Et donc, le digital est une chance, bien sûr, pour les entreprises qui ont un positionnement humaniste. Merci, merci Karine de cette précision. Effectivement, beaucoup de choses ont changé et dans l'interaction avec les autres, dans l'interaction avec nos clients. C'est pour ça que nous allons passer à cette troisième et dernière partie, c'est la projection un peu dans le monde du business. Et à titre personnel, je dirais que j'ai jamais eu autant de contacts, que ce soit avec mes internes ou avec mes clients et mes prospects, que durant cette période, paradoxalement, puisqu'en fait, on a, comme le disait Alexandre sur la deuxième thématique, on n'a plus besoin forcément de se déplacer en permanence. Donc, c'est comment allier une relation à distance, mais aussi manager et à quel moment je dois me déplacer parce que rien ne remplace non plus les relations physiques. Donc, c'est tout ce management des relations qui est en train de basculer vers un nouvel équilibre. Et je trouve ça fortement intéressant. Pour ma part, je n'avais jamais fait un seul deal sans rencontrer la personne. Et là, j'en suis à mon troisième. Et je trouve ça assez magique quelque part de faire des deals avec des personnes que l'on ne connaît pas physiquement. C'est assez nouveau pour moi. Donc pour cette troisième partie, c'est la projection dans l'environnement business. Donc voilà, donc cette demain, c'est quoi le business? On a entendu Thierry Loras nous parlait effectivement qu'il fallait renouer avec la croissance et la rentabilité pour tous. Cette période nous a donné du temps pour réfléchir à notre organisation, pour réfléchir à nos offres de services. Maintenant, il faut les adresser. Alexandre Rispal nous a parlé également de nouveaux types d'assurances, effectivement, qui peuvent naître et qui peuvent correspondre à des nouveaux besoins par rapport à une certaine segmentation de la population. Donc, pour cette dernière partie, donc, nous gardons Thierry Loras avec nous, Alexandre Laverdure, William Béraud, et puis nous accueillons également Cédric Pironneau qui clôturera cette session. Et donc, pour respecter l'impératif de temps de Cédric qui doit nous quitter à 12h15, je vous propose 4 minutes d'intervention à tous, Thierry, Alexandre, William, et donc Cédric. Merci. Donc, demain, c'est quoi les enjeux majeurs en termes de business et durable issus de cette crise? Comment vous allez pouvoir y répondre vis-à-vis de vos clients et gérer l'évolution de votre modèle si une évolution du modèle du business doit intervenir. Donc Thierry, si voilà, tu as, comme le disait Arnaud, 4 minutes pour… Oui, merci Stéphane. En fait, je voulais vous donner un éclairage parce que nous avons réalisé une enquête pendant la période de confinement en complément de notre enquête annuelle qui s'appelle le World Insurance Report et qui portait sur 11 200 consommateurs dans 11 pays. Et il ressort de cette enquête que 36% en fait des consommateurs ont trouvé un nouveau fournisseur de services financiers pendant la crise.
et ils vont probablement rester avec ce fournisseur parce que s'ils ont décidé d'aller avec ce fournisseur pendant la crise, c'est qu'il avait une expérience client et des innovations qui étaient attractifs pour eux. Donc la fidélisation et la rétention des clients sera un enjeu majeur, je pense, sur le deuxième semestre 2020 et 2021. L'autre enjeu dans cette période d'incertitude et de gestion à distance, c'est la transparence. On a vu que le niveau de couverture, le niveau de garantie, la sécurité des placements, si on parle d'assurance vie, les frais, les exclusions, si on parle de perte d'exploitation, les plafonds, les limites. Mais il reste encore beaucoup à faire aux acteurs de l'assurance pour donner cette transparence et permettre aussi à leurs clients d'agir en toute confiance à distance. Mais c'est aussi une opportunité parce que 40% des consommateurs qu'on a interrogés estiment avoir besoin de couverture additionnelle dans les 6-9 mois. Donc ça a été aussi un moment où les gens ont ouvert les yeux sur leur assurance et qu'est-ce qu'elle leur apportait. Et pour rebondir sur ce que disait Alexandre Rispal, 51% plébisciteraient aujourd'hui l'assurance à l'usage. On a vu qu'on avait tous nos voitures dans le garage ou dans la cour et que pendant cette période de confinement, on était tous attristés de payer une prime d'assurance alors que la voiture ne circulait pas. Et ça représente un vrai changement par rapport à 2019, parce que ça a été multiplié par 1,5, les 51%. Donc comment est-ce qu'on compte y répondre 3 points, j'allais dire l'accélération digitale, la dématérialisation, évidemment, de tous les flux, les actes 100% en ligne, les paiements digitaux maintenant qui sont devenus la norme. Donc, apporter plus d'innovation et dans l'expérience client et l'omnicanal. Le deuxième point, c'est la simplification des offres pour être 100% digital et adaptable, c'est-à-dire personnalisé en utilisant la data. Là aussi, l'exemple de la Parisienne Assurance, je trouve, est très, très significatif. Et le dernier point, c'est l'accélération de la plateformisation, notamment en mode software as a service, l'utilisation du cloud comme facteur de résilience et facteur aussi pour gagner en réactivité, en rapidité de mise en marché de nouvelles offres. Merci Thierry. Si Thierry, maintenant tu peux te déconnecter parce qu'on est limité à 4 caméras voilà, pour que Alexandre puisse se connecter. Rispal. Cédric, on va passer à toi directement parce que tu as une contrainte à midi. Donc Cédric, si tu intervenir sur cette partie. Voilà. Effectivement, je ne vais pas répéter ce qui a été dit sur l'accélération, la transformation digitale, c'est une évidence. Moi, ce que je pense surtout, c'est qu'on sort de la crise sanitaire, la crise économique, elle est devant nous. Il faut se rappeler qu'en 1929, qui était la plus grande crise économique de tous les temps, le bas de segment de l'économie américaine, c'était 1931, donc c'est 2 ans après. Ce qui veut dire qu'on va voir des choses, des transformations, on va voir des énormes boîtes tomber par terre, on va voir des nouveaux acteurs qui vont émerger. Et donc, en fait, je pense que le modèle économique de l'assurance, le courtage, le petit courtage, le courtage de proximité, tout ça, je pense que ça va être très, très, très modifié. Il y a des gens qui ne tiendront pas, il y a des gens qui vont se renforcer. Et donc, on va être sur un marché qui va être extrêmement mouvant. Donc, si je prends vraiment le sujet de la distribution, les acteurs innovants, les acteurs digitaux vont prendre des places, je pense, vraiment prépondérantes. Ça rejoint ce qui a été dit sur le nouvel acteur financier, je change de banque en ligne sans jamais rencontrer mon banquier. Tous ces nouveaux usages, ça va accélérer les choses. Ça va être, à mon avis, hyper intéressant. Parce que je pense que le modèle classique du courtage, de l'assurance, de la valorisation des portefeuilles, tout ça, il va falloir qu'on revoie très, 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 très fortement le modèle. Il faut quand même se dire qu'il y a 6 mois, un centre commercial avait une valeur et qu'on savait qu'un mètre carré d'un centre commercial, ça valait tant d'euros. 4 mois après, le même centre commercial, est-ce qu'il vaut encore quelque chose? Pas sûr. Est-ce que les gens vont encore être dans le centre commercial? Est-ce que le trafic va être encore le même? Pas évident du tout. Donc, vous voyez, on voit bien que tous ces modèles économiques, tous ces éléments de valorisation, ils vont complètement changer. Donc, je pense que c'est… Moi, j'ai aucune certitude, là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Karim, j'ai aucune certitude. Ce que je sais juste, c'est que ça va être très différent, qu'on va devoir s'adapter et évoluer, et que ça va être une période difficile et en même temps hyper intéressante.
Voilà, donc, moi, Un petit mot justement peut-être là-dessus, Cédric, par rapport à un fonds sur lequel SPV travaille, c'est un axe extrêmement innovant. Tu peux nous en dire un mot, comme il te reste à peu près une minute. Ouais, en fait, on est parti d'un constat, c'est qu'en fait, pendant cette crise, on a trouvé que les assureurs, je vais pas être très gentil avec eux, mais on a trouvé que les assureurs n'ont pas été très présents auprès de leurs distributeurs. Il y a eu la gestion des clients, la problématique de la perte d'exploitation, on connaît tous ces sujets, mais je n'ai pas trouvé qu'ils étaient extrêmement présents aux côtés de leurs distributeurs. Or, aujourd'hui, la distribution d'assurance, c'est quand même un énorme secteur, il y a beaucoup d'acteurs. Et ces acteurs-là, en fait, ils ont été un peu seuls. On a essayé d'accompagner nos courtiers partenaires, mais c'était pas simple. Et surtout, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est bien de faire des webinars, c'est bien de les accompagner, c'est bien de faire de la com, mais à un moment donné, il faut aussi apporter des solutions très pratiques. Ils ont besoin de se digitaliser, il leur faut de l'argent, ils ont besoin de se regrouper, et donc il fallait apporter une solution de moyens. Et donc notre idée était effectivement de créer un fonds d'investissement qu'on est en train de structurer en ce moment, qui va permettre à des acteurs de l'assurance d'être financés au-delà de leur banque pour pouvoir racheter les portefeuilles, pour pouvoir investir et pour pouvoir demain monter des vraies plateformes de distribution solides. Donc, effectivement, on a pris le parti d'aller plus loin que le simple accompagnement produit ou service. Bravo, c'est une super initiative, effectivement. Merci. Bravo. Merci Cédric pour cette initiative effectivement très 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 concrète et très pertinente. Alexandre, il faut que je vous quitte. Merci beaucoup et bravo à Surco. Merci Cédric. Salut. Ciao. Salut Cédric. Alexandre. Alors, je dirais que sans vouloir faire de redites, moi ce qui me frappe, c'est qu'à mon avis, on va avoir un changement d'état d'esprit, c'est-à-dire que l'assurance au sens large avait plutôt un état d'esprit gestionnaire, pour reprendre une petite vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux de Marc Simoncini, où on avait toujours tendance à réfléchir avec les mais et à trouver à chaque fois finalement quelque chose pour différer la manière de se réinventer. Et le secteur au sens large va basculer maintenant, en tout cas pour ceux qui survivront, sur un état d'esprit entrepreneur, où ça va être et qu'est-ce que je peux faire et quelles solutions je peux trouver. Et ça, c'est vraiment un changement d'état d'esprit profond, parce qu'on parlait de l'incertitude. L'incertitude, ceux qui arrivent à le mieux s'en tirer, ce sont ceux qui vont avoir un esprit entrepreneurial. Donc je pense que je suis impatient de voir les prochains mois pour observer la manière dont le secteur va réagir et s'adapter du coup à cette nouvelle conjoncture. Merci Alexandre. Maintenant, le deuxième Alexandre qui est avec nous. Beaucoup de choses ont été dites, donc pareil, je vais éviter de redire les mêmes choses, je vais plutôt essayer de compléter. Je dirais, c'est bien, tout le monde parle du digital. Alors, un point qui était cité par Cédric tout à l'heure, c'était la personnalisation. Entre autres, il parlait de l'interne. Moi, je dirais bien, surtout, n'oubliez pas qu'il faut garder de la personnalisation aussi bien dans les communications digitales internes que externes, avec les clients encore plus. On avait une question qui était posée sur le chat qui va me permettre de rebondir, qui est de dire aussi, pensez bien à ce que vos processus ne soient pas que passifs, justement. Donc, alors, la montage de la personnalisation permet déjà d'impliquer plus fortement la personne qui va s'en servir, mais aussi de mettre en place des moyens d'interaction au travers de ces moyens digitaux. Ça, c'est les deux premiers constats que je ferai. Puis un troisième, c'est faut aussi qu'on se rappelle que tout le monde n'ira pas vers le digital dans les clients finaux et qu'il faut être capable de savoir continuer à gérer les deux. Il ne faut pas passer 100% digital pour tout le monde, sinon il y aura un problème. Tout à fait, absolument. Pour la clôture de cette thématique, avant de finir par Karine Williams sur la partie business et projection business, je sais que tu as beaucoup travaillé à l'élaboration d'une offre de service que tu as présentée il n'y a pas longtemps sur BFM Business. Donc, c'est quoi toi, ta vision par rapport à cette projection dans ton environnement business ? En fait, chez Amabis, donc d'abord on partage, je pense, beaucoup de constats qui ont été faits de part et d'autre sur la nécessité du digital, la nécessité d'interagir avec ses clients, d'être proche d'eux, la nécessité aussi de cette relation en fait qu'il faut renforcer, puisque au-delà du produit ou du service, en fait, on est quand même des humains, donc c'est des interactions qui vont faire que on est fidèle ou pas à une marque. Donc il y a des dimensions en fait qui sont sous-jacentes.
Et nous, c'est vrai que notre métier, on est un peu en deçà. On n'est pas dans l'exploitation directe. On n'est pas donc dans ce que fait Alex, par exemple, l'exploitation de communication ou ce que fait l'autre Alexandre sur la conception de produits d'assurance. Nous, on travaille sur le fond qui est la data. Et en fait, la data, c'est un peu comme le pétrole, en fait, en gros. Hein. Donc, l'innovation, c'est notre métier depuis plus de 20 ans. Et l'innovation majeure qu'on va apporter, je pense, sur ce sujet, c'est un projet qui s'appelle EBI. EBI, c'est quoi? C'est né d'un dilemme qu'on voit nous dans les entreprises depuis des années. C'est-à-dire que quand on parle avec des gens qui sont pas du métier ou qui sont du métier, on leur dit est-ce que vous avez des bonnes données chez vous? Et tout le monde vous dit bah non. Concrètement, on pense en fait qu'on n'a pas des bonnes données. On pense qu'on a besoin d'avoir des bonnes données parce que sans ça, on peut pas faire en fait tout ce dont on parle, c'est-à-dire des interactions, des parcours clients qui soient cohérents, etc., de la connaissance client pour en fait offrir les bonnes offres au bon moment à la bonne personne. Enfin, tout ça, ça nécessite d'avoir les bonnes informations. Et donc, on dit, bah, alors, on a réfléchi au sujet, on s'est dit, mais pourquoi vous n'avez pas les bonnes informations? Il y a le budget, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Bon, en gros, il y a trois grands constats par rapport à ça. Le premier, c'est que traiter de la data, c'est un vrai métier, c'est complexe. Il faut des ressources spécialisées et tout le monde les a pas dans son entreprise. Donc ça, c'est OK. Premier point en fait de friction. Le deuxième, c'est que je pense qu'on vous en êtes aperçu, on a justement, ça a été aussi émis, des problématiques de sécurité qui sont importantes aujourd'hui dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on n'échange plus des données comme ça d'une entreprise à l'autre. Hein. Il y a des risques qui sont quand même importants. Et notamment aussi des risques juridiques au niveau du RGPD. Donc, on freinait beaucoup de choses. Et puis, le troisième sujet qui est fondamental, c'est que quand on veut, en fait, créer de la confiance, et la confiance, pour rejoindre un petit peu ce que disait Karine, c'est l'économie, et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'économie, bah, il faut que ça soit naturellement créé, et donc pour ça, ça peut se créer aussi artificiellement. Et pour ça, ça nécessite un paramètre qui est le temps réel. Et ça, c'est très dur. C'est dans une chaîne de traitement, en fait, data, faire du temps réel, ça peut paraître simple, ça peut paraître idyllique, mais c'est très compliqué à faire. Bon, bah, c'est sur ces, je dirais, ces trois fondements-là qu'on a imaginé un produit qui est en fait une marketplace et qui va permettre en fait aux clients d'acquérir simplement en toute sécurité et en quasi temps réel en fait des datas avec des fournisseurs. Alors en quoi c'est innovant? Parce qu'aujourd'hui il existe plein d'offres, mais en fait on parlait d'innovation, nous on a deux innovations. La première c'est qu'elle est technique dans le sens où on va faire en sorte que chacun garde ses données chez soi. Et en gardant vos données chez vous, on va récupérer que des clés, on va dire, chiffrées, qui vont composer une sorte de big data. Et sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on n'est pas capable de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, on est vraiment en tiers de confiance, on va être capable de reconnaître en fait un individu dessus et de pouvoir dire, bah tiens, il y en a un en fait qui a l'information qui toi te manque, et donc ce qu'on appelle faire du matching. Donc c'est ce qu'on appelle de l'identity resolution. Donc là-dessus, on a une innovation technologique qui est très forte. Et la deuxième innovation, qui est encore plus forte, je pense, c'est l'innovation de business model. Parce que quelque part, on va construire une marketplace data virtuelle qui va composer la plus grosse base de données. Et ce qui est fort, c'est que ça ne possédera, on ne possédera, nous, aucune donnée. C'est-à-dire qu'en gros, on va mettre en relation des gens entre eux par le digital pour faire en sorte qu'ils puissent répondre au parcours client, à l'enrichissement de leurs informations clients, à des use cases en fait de diverses et variées. Hein. Ça peut être donc j'ai des trous dans la raquette de mes clients, je veux enrichir, je voudrais en fait avoir plus de connaissances sur mes clients, je voudrais en fait vérifier l'identité de mes clients. On va pouvoir faire tout ça en temps réel, dans le respect complet du RGPD, en toute sécurité, puisqu'en fait, je vous dis encore une fois, tout est complètement crypté, c'est irréversible. Et voilà, donc ce qu'on va apporter. Et ça, je pense que ça va permettre à un grand nombre d'entreprises de pouvoir, avec leurs clients, construire les fameux business models dont on parle. Ça veut dire des choses qui sont dans l'économie circulaire, qui sont profitables à chacun et qui nous permettent de vivre mieux. En tous les cas, d'essayer de le faire. Quoi. Voilà, si je pouvais donner quelques mots de conclusion. Merci, merci William. Donc, tu es le nouveau Airbnb de la data, le Trivago. Ouais, on espère. Ok, merci. Il y a une question qui était posée que je trouve assez intéressante. C'est dans cette nouvel écosystème, on sait que les années précédentes, il y a eu beaucoup de startups. Et là, une question, est-ce que vraiment les startups, alors tout le monde peut répondre, hein, tous les intervenants peuvent répondre, est-ce que vous pensez que ça va être les entreprises auront à nouveau besoin des startups
pour se réinventer, ou ça va être un peu plus dur pour les startups de collaborer avec des entreprises qui se sont peut-être un peu renouvelées et qui auront un peu évolué dans ce nouveau monde? Je veux bien prendre la première partie. Je pense que ce qu'on constate, c'est évidemment les startups, notamment celles qui étaient en phase de seed, ont souffert, pour celles qui avaient besoin de fonds. Donc ça, c'est clair. Ça a un effet positif, c'est-à-dire que ça renforce finalement le modèle de start-up au démarrage bootstrappé, donc qui a déjà quand même prouvé une partie de son modèle économique. Donc je pense que ça va faire émerger d'autres types de start-up peut-être plus robustes, et peut-être un peu plus modestes aussi. Donc ça, c'est pour la première partie de la réponse. Après, pour la seconde partie, oui, je pense que les grandes entreprises auront plus que jamais besoin des startups pour une raison très simple, c'est que l'agilité et l'innovation, elles se développent encore plus rapidement à l'extérieur qu'à l'intérieur, même si ça ne s'oppose pas. Et donc, on va sans doute avoir une période un petit peu de creux du fait du Covid, mais je reste assez confiant sur le besoin de collaboration et le renforcement nécessaire entre les grands groupes et les startups pour l'avenir. Merci Alexandre. Karine, donc nous te donnons la main pour. Alexandre, tu voulais intervenir peut-être avant. Pardon? Alexandre, tu voulais dire un petit mot sur le sujet? Oui, un tout petit mot. Il n'y a pas que les startups qui innovent, et on peut vous aider aussi. Voilà, c'est pas juste parce qu'on est une petite structure qu'on est capable d'être agile et d'innover. Même avec une structure un peu plus large et internationale, on est capable de faire la même chose, et je serais très content de vous le démontrer un jour. Structure internationale qui a été une start-up à son époque, à l'époque où elle a créé la machine à affranchir. On n'est plus dans le monde de la machine à affranchir. Chut, s'il te plaît. Mais moi, j'en serais fier. Faut pas renier ses origines. C'est un débat qu'on a. Faut pas renier ses origines et sa culture et son histoire. Il faut être fier de ta machine à affranchir. Et aujourd'hui, tu inventes avec la vidéo interactive personnalisée et d'autres solutions l'équivalent d'à l'époque de la machine à affranchir. Tout à fait. Enfin voilà, donc il n'y a pas que les startups qui peuvent innover, c'était quand même le point que je voulais re-signaler. J'ai compris. Moi, je voudrais ajouter un petit mot. En fait, je pense que c'est un ensemble, c'est un écosystème qu'il faut. C'est fondamental les startups parce que il y a une dynamique en fait dans une startup qu'on n'a pas forcément en fait dans un grand groupe. Maintenant, en effet, rien n'empêche un grand groupe de se mettre aussi en mode startup. C'est pour ça, enfin, Alexandre connaît bien le sujet, c'est l'intrapreneuriat, c'est-à-dire comment au sein d'un grand groupe on se réinvente, on fait des nouveaux modèles et on réfléchit dessus. Donc pour moi, c'est en fait, je pense que plus on est, plus c'est marrant, quoi. Donc au contraire, il faut en profiter. Tout à fait. Le plaisir, absolument. Ça doit faire partie un petit peu de notre. En tout cas, moi, c'est vraiment un moteur très fort, prendre du plaisir à tous les moments de la vie professionnelle ou privée. Karine, donc on arrive à l'issue de ce premier webinaire à Surenco. Donc nous avons été ravis de t'accueillir. Ça ne sera pas ta dernière intervention à Surenco, car nous en prévoyons une autre plus physique, on espère, si on nous l'accorde. Voilà, puisque en fait nous ne sommes pas les seuls décideurs. Très très prochainement. Donc sur cette conclusion, donc pour toi, après avoir entendu tous ces intervenants parler autour des opportunités, de l'organisation, des offres de services, etc. Donc pour toi, demain, c'est quelles seront les actions, les enjeux majeurs qui vont être durables à l'issue de cette période. C'est-à-dire que je trouve qu'on vit un moment très intéressant, bien que difficile, de notre vie sociale, politique, économique. C'est une période de grands doutes, de remise en question, comme vous le disiez très bien, de nos vieux modèles, de nos vieux systèmes. Mais en même temps, ça peut être l'occasion d'un rebond. Et je pense que l'entreprise a un rôle central de jouer dans ce rebond. On parlait de sens. Il y a une attente incroyable de sens dans nos sociétés et les entreprises peuvent y contribuer de manière essentielle. L'entreprise sait aujourd'hui qu'elle n'est plus qu'une machine à engranger du profit. Elle sait qu'elle doit considérer l'impact social et environnemental de son activité. Il y va d'ailleurs de son intérêt. Et la loi Pacte va dans ce sens et elle nous pousse à nous interroger sur la raison d'être, qui est une superbe notion juridique mais aussi philosophique. La raison d'être, c'est la question du sens.
C'est ce qui fait qu'un employé a envie d'aller au boulot le matin. C'est ce qui fait qu'il a l'impression de construire un monde et qu'il n'est pas qu'un simple numéro interchangeable. Et donc, se poser ce genre de questions, la question du sens de l'investissement professionnel de chaque employé, ça change la donne. Ça change les performances de l'entreprise, ça change le comportement managérial. Et donc, le fait que les entreprises commencent de plus en plus à réfléchir sur leur raison d'être, sur leur mission, c'est porteur de beaucoup d'espoir. Et moi, j'aimerais conclure en disant que je suis de celles qui pensent que nous sommes à la veille de vivre une nouvelle renaissance. Nous avons tout ce qu'il nous faut sur le plan technique. Il nous manque peut-être quelques valeurs humanistes et puis aussi le fait de mettre le progrès au centre, au cœur de nos innovations. La Renaissance croyait très fort au progrès, notre époque un peu moins, et c'est dommage. C'est un fil qu'il faut continuer à tenir parce que le progrès, sans le progrès, le futur risque de nous échapper. On risque de perdre de vue la finalité de nos actions et aussi les valeurs qui nous portent. Et donc, je suis convaincue que le progrès, c'est ce récit qui nous tient ensemble et qui nous permet de construire une communauté de destin. Et donc, c'est vraiment urgent de réconcilier nos innovations avec cette idée de progrès. On aura peut-être l'occasion d'en débattre un jour. Mais en tout cas, les signaux qu'on peut observer aujourd'hui engagent à l'optimisme. Un optimisme combatif, certes, un optimisme quand même, et je pense qu'il faut le dire. Donc on est d'accord, pour toi on change de monde, on va changer de monde, on est en train de changer de monde. L'idée de l'innovation, l'idée américaine hein, surtout qui s'est un peu exportée dans le monde entier, qui dit que l'innovation est matérialisée par des factures, ça c'était hier. Aujourd'hui on passe à quelque chose d'autre. Tu penses que comme certains assureurs ou un assureur l'a dit, l'entreprise de demain sera politique ou elle ne sera pas quoi? En tout cas, c'est ce qu'aura révélé la pandémie. Elle aura renforcé le rôle sociétal finalement de l'entreprise. Et tout nous engage à ça vers demain. On n'a pas le droit de se soustraire finalement à nos engagements et à nos responsabilités. C'est-à-dire que évidemment que l'innovation est très importante et elle est ce qui guide nos sociétés de haute technologie. Mais le problème, c'est que l'innovation a tendance de plus en plus à avoir un strict sens technique et économique, alors que le progrès porte une ambition éthique. C'est quand même l'homme qui est au centre. Hein. Il y a cette croyance que l'augmentation de nos connaissances scientifiques, techniques, vont contribuer à améliorer la condition de l'homme. Et comme je le disais aussi, le progrès, c'est essentiel parce que ça va nous permettre de configurer positivement l'avenir. On en a besoin. On configure beaucoup l'avenir aujourd'hui, mais de façon un petit peu sombre. Et donc, le progrès va nous permettre de le configurer positivement et va permettre aussi à nos sociétés de nous penser en termes de promesses collectives. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment essentiel à l'avenir de réconcilier progrès et innovation si on veut garder intact notre idéal de développement humain et social. Et donc, cette conclusion est hyper optimiste, elle est passionnante, Karine. Tu nous donnes des perspectives. Mais on ne peut pas travailler sur la Renaissance sans être optimiste. C'est toi, Stéphane, qui disais qu'il y avait beaucoup d'analogies entre les deux périodes. J'ai peut-être plus trop le temps de parler, mais il y en a énormément, énormément. C'est le moment de la Renaissance, c'est une réponse à la crise. Et quelque part, il nous tire vers le haut et il y a vraiment voilà, une très belle matière d'inspiration pour nous aujourd'hui. Se penser en termes de transformation, de métamorphose et ne pas se replier sur soi et sur nos crises, mais y voir l'opportunité vraiment d'un changement pour un monde meilleur. On doit y croire. En fait, cette période de la Renaissance est assez incroyable puisque en fait, elle peut s'appliquer à n'importe quel moment en fait de nos sociétés parce que nous sommes quelque part en renaissance permanente. Mais tout à fait. Donc c'est ça qui est vraiment très fort dans toutes les analogies qu'on pourra développer dans une session. En tout cas, merci à tous nos intervenants pour ce premier webinaire Assuranco. On pense en réaliser d'autres. Parce que ça nous plaît. Finalement, moi, je sors de ce premier webinaire un peu stressé au début et très décontracté à la fin. J'ai trouvé vraiment une vraie qualité et puis un véritable confort. En plus, nous sommes dans des locaux magnifiques. Hein. Derrière moi, c'est très très beau. J'ai pris beaucoup de plaisir à animer ce webinaire, à vous écouter, à voir nos participants. On était 140 inscrits
mais beaucoup moins de participants. Alors c'est peut-être normal, mais voilà. Donc on espère avoir beaucoup plus de monde. En tout cas, la prochaine fois, c'était le premier webinaire Assurenco. Merci beaucoup tout le monde. À très bientôt. On va vous laisser une petite vidéo. Donc Sarah va nous passer une petite vidéo pour que pour les participants qui sont encore parmi nous et même Karine puissiez un peu découvrir en fait Assurenco. Mais vraiment, Assurenco, c'est quoi concrètement? C'est vrai qu'Assurenco c'était en visio aujourd'hui, mais normalement c'est en live, c'est du contact. Partenaire d'Assurenco, c'est important pour AF2A dans le sens où je suis dans le monde de l'assurance depuis maintenant près de 30 ans et on entend parler de la famille de l'assurance, de la grande famille de l'assurance. Alors on va dire que Arnaud et Stéphane nous réunissent, c'est important de réunir la famille, ils nous permettent d'échanger, ils nous permettent de nous voir et puis de parler ensemble de notre grande passion qui est effectivement le secteur de l'assurance. Alors Assurenco, c'est à la fois un network, donc c'est l'occasion de se retrouver avec un certain nombre d'acteurs du secteur d'activité, c'est également un partage de bonnes pratiques et de connaissances sectorielles. Pourquoi on s'est rapproché d'Assurenco? Tout simplement parce que c'est un partenaire qui fédère et qui est hyper dynamique dans le milieu de l'assurance. Et nous, c'était un secteur d'activité qu'on ne couvrait pas ou très peu. Et donc, on s'est rapproché d'eux pour nous permettre de pouvoir mieux identifier les besoins des assureurs et des mutualistes et de pouvoir ensuite monter des stratégies avec eux pour pouvoir y répondre. Si je devais définir AF2A en quelques mots, je vous dirais premièrement qu'AF2A est une société agile. Et que c'est vrai que nous travaillons sur 3 axes principaux que sont l'innovation, l'anticipation et l'adaptation. Adaptation à un marché de la formation qui est devenu un marché extrêmement complexe. En dehors de ça, nous développons aujourd'hui plus de 320 programmes de formation, 120 en présentiel, 100 en e-learning et également 100 en classe virtuelle. Et nous avons un axe prioritaire pour ces prochaines années qui est la formation à tout ce qui touche la directrice sur la distribution en assurance, autrement dit DDA. Alors en fait, Notify, on répond à un problème, c'est le pourcentage des communications envoyées par les marques à leurs clients qui ne sont jamais vues. Pourquoi elles ne sont jamais vues? Tout simplement parce qu'elles sont déclenchées au mauvais moment. Si j'envoie par exemple un email à 8h du matin et que la personne se connecte à midi, je serai le 40e email de la liste et il y a très peu de chances que mon message soit ouvert. Donc on a réfléchi à ça chez Notify, on s'est dit, est-ce que d'attendre que l'internaute soit en navigation sur son ordinateur ou son téléphone ne permettrait pas d'améliorer les indicateurs de performance? Donc c'est pour cette raison qu'on a créé Notify, c'est pour pouvoir insérer du temps réel dans la relation client. Concrètement, comment ça fonctionne? Notre technologie est intégrée auprès de grands carrefours d'audience du web, ce qui va nous permettre de pouvoir détecter l'activité des clients, des assureurs ou des mutualistes pour pouvoir ensuite leur envoyer cette information en temps réel et leur permettre de déclencher soit l'envoi d'un email marketing, soit déclencher un appel sortant ou soit déclencher un push notification lorsqu'ils seront actifs sur leur device. Majorel est un des leaders mondiaux de la gestion externalisée de la relation client et dans le cadre de nos activités pour l'assurance, nous avons principalement 3 piliers d'activité. Il y a la conquête, la gestion de la relation client et le back-office. Donc en l'occurrence dans le back-office par exemple ça peut être la gestion de sinistres et la gestion de la relation client elle est bien évidemment multicanale.